Voilà, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis ravi de vous retrouver, je le disais, pour cette deuxième saison des rendez-vous RSE comme responsabilité sociétale. Les acteurs du territoire s'engagent, c'est du moins ce que nous essayons de démontrer bien, dans cette émission. Et pour ce premier numéro de cette deuxième saison, nous avons installé bien notre plateau au sein d'Incubator Nantes. Incubator, c'est le premier réseau d'incubateurs de France. Ici, autour de nous, les jeunes pousses du numérique sont accompagnés de mentors, de spécialistes, de professionnels, à travers des ateliers, des rencontres. Il en est derrière nous et des suivis personnalisé, beaucoup plus qu'un simple lieu de travail, c'est un écosystème, un réseau d'amorçage et un accélérateur bien pour les porteurs de projets du numérique de notre territoire. Donc merci à Sandrine Charpentier, directrice de ce lieu, et à ses équipes de nous accueillir. Alors c'est dans ce lieu résolument tourné vers l'avenir, l'innovation et sans doute un futur souhaitable que nous avons décidé aujourd'hui de vous parler d'égalité salariale. Un mot sur la situation dans notre pays. Si l'égalité en droit est acquise, il reste encore de nombreux domaines dans lesquels elle ne s'est pas encore concrétisée. Après le combat pour les droits civils et politiques mené juste après la Deuxième Guerre mondiale, après les revendications pour les droits économiques et sociaux commencées dans les années 70-80, faut-il encore aujourd'hui faire évoluer les mentalités pour que l'égalité femmes-hommes ne soit pas qu'un concept, mais inscrit aussi dans la loi, qu'elle se décline au quotidien dans la vie personnelle et professionnelle de toutes les Françaises et tous les Français. Si on compare, juste pour un mot, les salaires des femmes à ceux des hommes à poste égal par niveau de responsabilité, par secteur, par métier, par âge, par diplôme, force est de constater que leur valeur sur le marché de l'emploi est moindre. Alors sur le territoire, certains ont décidé d'agir, de réagir et d'agir. Nous évoquerons aujourd'hui ce dispositif Nego Training. C'est une initiative pilotée par Audencia Business School dans le cadre de la plateforme RSE Nantes. Pour en parler avec nous et autour de cette table, Carole Legal, bonjour. Vous êtes experte en gestion des ressources humaines. Vous avez été consultante et responsable RH au sein de petites, moyennes et grandes entreprises en France et au Canada. Vous avez débuté d'ailleurs votre carrière en consultante en rémunération et vous avez participé au développement de la loi sur l'équité salariale au Québec en 2000. Valérie Richaud-Tossac, juste à côté de vous, vous êtes déléguée départementale aux droits des femmes et à l'égalité pour la Loire-Atlantique. Vous avez notamment en charge, vous nous l'expliquerez, la mise en œuvre de toutes les politiques publiques relatives aux droits des femmes et à l'égalité qui comprend deux choses, la lutte contre toutes les violences faites aux femmes et l'égalité entre les femmes et les hommes. Camilla Quintal, juste à côté de moi, vous êtes professeur associé à Audencia Business School. Merci d'être avec nous. Vous êtes doctorante HEC en management et ressources humaines. Vos domaines d'études, de prédilection, d'expertise sont le management des ressources humaines, le management responsable, le comportement organisationnel et la question du genre et la question de la diversité. Donc ça tombe bien que vous soyez avec nous. À mes côtés, Mélissa Cotin, vous avez un master management et stratégie d'entreprise. Vous avez occupé d'ailleurs, malgré votre jeune âge, je me permets, plusieurs fonctions en tant qu'adjointe de direction, responsable d'un pôle e-commerce, community manager, responsable des relations publiques. Ça dit d'ailleurs peut-être quelque chose de votre génération, tous ces métiers que vous avez déjà occupés. Et vous êtes avec nous parce que vous avez participé à un atelier de Nego Training. Donc nous vous écouterons évidemment avec beaucoup d'attention. Éric Varin également, merci, bonjour d'être avec nous. Éric, vous êtes directeur du CCO, c'est le Centre de communication de l'Ouest. Il faut également préciser que vous êtes initiateur du Printemps des Fameuses, 4e édition cette année, qui en fait, il faut le dire, le premier événement grand public sur la question de l'égalité femmes-hommes. Vous nous en parlerez. Enfin, André Sobzak, merci d'être avec nous. Vous êtes directeur académique et de la recherche à Audencia Business School et vous êtes titulaire de la chaire RSE portée par cette même institution. André, peut-être pour commencer, quelques mots sur la chaire RSE. Expliquez, elle est née en 2012. À quoi elle sert ? La chaire RSE vise à produire de la connaissance pour savoir comment les entreprises et d'autres organisations peuvent développer un monde plus responsable, plus durable, qui est respectueux de l'environnement, des hommes et des femmes et qui innove dans ce domaine-là. Donc, c'est produire de la connaissance en travaillant avec les différents acteurs. On est une équipe d'académiques, de chargés d'études, de doctorants qui travaillent sur ces thématiques-là. On travaille avec des experts dans d'autres écoles ou universités, à la fois en France et à l'international. Mais on travaille aussi beaucoup, et c'est notre spécificité, avec les entreprises, en particulier les PME, mais aussi les entreprises de plus grande taille, les organisations syndicales, les ONG, les acteurs publics. Et l'objectif, c'est ensuite de diffuser ce savoir, de mener des projets très concrets, opérationnels, comme Nego Training, effectivement, est une bonne illustration, et aussi de le diffuser à travers notamment cette émission, les rendez-vous RSE, les acteurs du territoire s'engagent. Alors justement, cette émission, donc, je disais, deuxième saison, premier numéro, pourquoi la nécessité de cette émission ? Il faut encore
installer, sensibiliser sur ces sujets? On a évoqué notamment l'année dernière l'insertion professionnelle, la mixité, la question de l'art et de la responsabilité sociétale, l'économie de la fonctionnalité, autant de sujets dont il faut encore parler, toujours parler aujourd'hui sur notre territoire notamment. Oui, je pense qu'il y a eu beaucoup de progrès qui ont été faits ces dernières années autour de ces thématiques-là, mais on est toujours, de mon point de vue, parfois dans un débat d'experts, de quelques personnes qui sont convaincues, qui ont compris qu'il faut changer les stratégies des entreprises et des organisations. Mais le vrai enjeu, c'est pas d'avoir quelques entreprises championnes sur notre territoire. C'est très bien qu'on en ait, mais le vrai objectif, c'est effectivement que dans toutes les entreprises, et notamment les TPE et les PME, il y a ces changements aussi qui se produisent et on essaye de contribuer, notamment avec cette émission radio, effectivement, à permettre à chacun de comprendre quels sont les atouts de la mise en place d'une démarche, que ce soit dans le domaine social ou environnemental, pour la performance de l'entreprise, et aussi quelques outils clés pour commencer à agir. Notre conviction, c'est vraiment que chacun à sa place a une responsabilité et a un rôle à jouer pour convaincre et commencer à agir. Parfois, effectivement, ça ne va pas marcher d'un premier coup, mais c'est aussi des échecs qu'on va pouvoir apprendre et aller plus loin. André Sobzak, peut-être pour terminer, est-ce que la réussite passera aussi, la conviction passera aussi par le fait d'intégrer ces sujets dans la performance des entreprises directement pour convaincre les dirigeants et les décideurs? Oui, de mon point de vue, effectivement, c'est clé. L'idée, c'est pas d'avoir un débat idéologique sur les questions sociales et environnementales et dire que c'est quelque chose qui est bien d'un point de vue éthique. C'est certainement le cas, mais si on veut convaincre la grande masse des dirigeants et des managers dans les entreprises, il faut qu'on leur démontre qu'il y a un intérêt, voir que le fait de ne pas agir, ça constitue de plus en plus un handicap pour la performance de l'entreprise. Tout simplement pour attirer et motiver les salariés, parce que on est tous de plus en plus à la recherche de sens. Et donc la RSE est un excellent outil pour donner du sens, mais aussi vis-à-vis des clients, que ce soit des acteurs publics ou privés, que vous soyez dans le B2B ou dans le B2C, que ce soit aussi pour établir des relations de long terme avec vos sous-traitants, des fournisseurs, parce qu'ils vont aussi être plus fidèles et innover plus avec vous, et aussi pour travailler effectivement sur la réputation, l'image. L'image, évidemment, devient de plus en plus important à l'ère digitale, et donc s'engager concrètement et réellement sur des objectifs mesurables et démontrables, c'est un atout pour les entreprises, et donc c'est ça aussi qu'on veut passer par ces types d'émissions. Bon, merci André pour ces propos introductifs. Vous nous suivez sur le Facebook Live d'Audencia Business School et sur Sun Event, l'application MySun de la radio Sun. Alors, je le disais, l'écart de salaire entre les hommes et les femmes est encore une réalité triste en France. En mai 2016, tout temps de travail confondu, bien les hommes gagnent 23% de plus que les femmes, 23% de plus que les femmes. Près de 11% des écarts de salaire entre les deux sexes sont inexpliqués et relèvent d'une discrimination pure. Je cite les mots de l'Observatoire des inégalités. Valérie Richaud-Tossac, vous êtes déléguée donc aux droits des femmes et à l'égalité. Ce sujet de l'égalité salariale ou ce constat de l'inégalité salariale, en 2017, dans un pays qui se dit civilisé, la France, le pays de la Déclaration des droits de l'homme avec un grand H, est-ce que ce constat amer ne donne pas le sentiment d'une forme d'obscurantisme quand même dans son déni, dans le silence assourdissant sur cette question-là? J'allais dire de régression, mais presque d'inertie, puisque finalement les choses n'ont pas beaucoup bougé en fait. Alors, je tiens d'ores et déjà à vous rassurer, la situation en Union européenne est à peu près équivalente et la France n'est pas si mal classée que ça. Donc certes, nous sommes dans une ère obscurantiste, mais nous ne sommes pas les seuls en Union. Ça, c'était un premier point. Est-ce qu'il faut s'en satisfaire? Non, du tout. En revanche, notre secrétaire d'État, Marlène Schiappa, lance son Tour de France de l'égalité, et à ce titre... Le 4 octobre, hein, ça a été lancé, c'est ça? Exactement. Et l'objectif est d'aller chercher les belles et bonnes initiatives à essaimer partout pour sensibiliser l'ensemble de la population, mais également d'inspirer ceux et celles qui souhaiteraient s'en inspirer. Donc, Nego Training, particulièrement, est une initiative que nous souhaitions saluer au titre de la délégation aux droits des femmes, parce que c'est une initiative absolument remarquable et qui nous paraît bénéfique à la fois pour celles qui suivent le stage, mais également pour les managers et manageuses qui en entendraient parler et qui seraient alertés par les inégalités salariales notamment. Des initiatives, on le voit, portées par le monde académique,
que fait l'État? Alors, ou que fait la police? Non, mais que fait l'État très concrètement sur ces questions-là? Alors, que fait l'État? Déjà, l'État travaille beaucoup avec l'éducation nationale. Hier même, nous avions un colloque avec l'éducation nationale. L'ensemble des départements des Pays de la Loire étaient invités à suivre une remarquable conférence d'un sociologue sur les stéréotypes dans les pratiques des enseignants. Donc, c'est repartir de la base et de la manière dont les adultes prennent en charge les élèves dès la maternelle et comment leur conduite à eux vont conduire à ce que les filles et les garçons, puis les femmes et les hommes, vont adopter telle ou telle conduite qui va les amener à accepter des salaires inférieurs, par exemple. Et les hommes se proposer à avoir des salaires supérieurs. Donc déjà, l'éducation nationale, l'État prend la main sur ce sujet-là. Et nous avons encore beaucoup de travail. Est-ce que ça veut dire qu'il y a également, il faut le dire, un corpus juridique qui est en place? Il y a une loi du travail, il y a des droits. Pour autant, qu'est-ce qui pêche? C'est les mentalités qu'il faut encore faire évoluer dans notre pays? Alors, les mentalités, assurément. D'ailleurs, quand une femme évoque l'égalité femmes-hommes, elle est traitée de féministe. Alors qu'il ne s'agit pas d'une insulte, mais elle est perçue comme telle par ceux qui la formulent. Donc on a quand même un énorme travail de conscientisation qui n'est pas fini, qui a commencé il y a plus de 40 ans. Et je crains que peut-être nos enfants soient encore en train de se battre sur ce sujet-là. Ça veut dire qu'il faudra combien de générations encore? Vous êtes plutôt optimiste? 2050, non? 2250 Non, le travail n'est pas fini. Après, le digital, me semble-t-il, est un merveilleux outil qui peut-être facilitera les choses, même si c'est aussi un énorme frein, puisque les stéréotypes sexistes se diffusent tout aussi rapidement que se diffuse l'idée de l'égalité. Donc comment le digital permettra de combattre les stéréotypes sexistes qui sont un poids majeur dans l'égalité femmes-hommes? Je ne sais pas. J'ai échangé avec Mélissa qui aura sans doute un point de vue. On l'écoutera tout à l'heure sur son expérience effectivement de participante à cet atelier. Je voudrais me tourner vers Camilla Quental. Vous êtes d'origine brésilienne, vous avez notamment étudié là-bas, vous avez travaillé aux États-Unis, vous avez une expérience à l'international. Je pointais la situation de ce qui se passe dans notre pays en France. Est-ce que c'est pareil à l'étranger également? On parlait du reste de l'Europe, mais est-ce que c'est pareil outre-Atlantique, cette question-là? Oui, en fait, ce n'est pas vraiment pareil. Ce qu'on peut dire, c'est que, en fait, j'ai commencé mes recherches au Brésil, donc par les femmes entrepreneurs. Et une différence par rapport à l'accès des femmes au marché du travail là-bas, c'est que le travail, les tâches ménagères qui ne sont pas partagées entre les hommes et les femmes sont déléguées à d'autres femmes au Brésil. Donc, il y a une facilité plus grande pour que les femmes qualifiées, par exemple, puissent aller dans le marché du travail. Donc, dans les milieux aisés, qui peuvent se payer ces services-là. Aisés, voilà. Donc, c'est là cette différence. Ensuite, il y a aussi des différences par rapport à pourquoi les femmes, par exemple, entreprennent. Elles sont plus parfois poussées à aller dans les marchés, aller vers l'entrepreneuriat parce qu'elles ne trouvent pas des positions flexibles. Donc au Brésil, par exemple, il n'y a pas la possibilité de faire 80% du temps, il n'y a pas la possibilité de faire 50% mi-temps. Donc les femmes vont donc entreprendre, former leur propre business aussi impulsées par ces phénomènes-là. D'autres différences que j'ai observées aux États-Unis, par exemple, le congé maternité n'est pas assuré de la même façon qu'en Europe. Donc, les entreprises ne sont pas obligées de donner un congé maternité. Ça dépend de la négociation avec chaque entreprise. Donc, en Europe, même si on a beaucoup d'évolutions à faire, au moins on a ces droits qui sont garantis. Bon, est-ce que ça veut dire, Camilla Quental, que ça commence déjà par le temps que l'on consacre? Ces inégalités, elles s'expliquent par le temps que l'on consacre au travail. Les femmes consacrent moins de temps à leur travail que les hommes. En fait, aujourd'hui, la discussion a évolué dans le sens du care, comme on dit en anglais, du care, qui prend soin des enfants, qui prend soin des parents âgés, de la famille. Donc, il est constaté que dans la plupart des cas, dans beaucoup de pays du monde, c'est la femme qui prend soin, qui s'occupe donc de ces care, de ces soins. Donc, on a des chiffres exacts au quotidien de voir combien est-ce qu'une femme consacre de temps à faire le ménage, à s'occuper des enfants. On a des vrais chiffres là-dessus? Selon les pays, oui, mais on peut dire que, disons, les femmes consacrent au moins 50% de plus de temps en général que les hommes à ces tâches ménagères, aux soins. Et donc, c'est ça qui, cette question, elle impacte forcément le marché du travail parce que ce sont les femmes donc qui prennent les mi-temps, ce sont les femmes qui font des pauses dans leur carrière en général, et du coup, ça impacte les salaires. Donc, quand vous avez parlé des inégalités,
en prenant en compte toutes ces différences, il y a quand même encore 10% de discrimination pure, mais il y a aussi des différences liées à ces mi-temps, à ces pauses, et ça, ce sont des différences qui peuvent se voir même après à la retraite, des différences entre ce que les femmes reçoivent à la fin de leur, Bien sûr, dire, leur et on carrière, en reparlera et voilà. on notera et on soulignera ces Voilà. écarts. Éric Varin, un mot sur la question du temps qu'on consacre au travail. On le disait, 10% inexpliqué, 10 à 11% inexpliqué. Pour le reste, ça peut être un justificatif, cette histoire de temps? Alors pour répondre à votre question, un chiffre que j'ai en tête sur la différence du temps consacré par les femmes et les hommes aux tâches familiales ou ménagères, c'est 78% prise en charge par les femmes en France, encore maintenant. Pour répondre à votre deuxième question sur cette question d'inégalité du temps de travail et surtout du salaire, je pense qu'il y a plusieurs facteurs. Le premier facteur, il tient à celui qu'on vient d'évoquer, la discrimination liée aux tâches qu'on doit effectuer en dehors de son travail rémunéré. Ça, c'est largement à l'avantage ou aux dépens des femmes. Le deuxième facteur qui explique la différence de rémunération, c'est aussi le choix des formations, des filières, qui font que généralement les femmes soit sont moins diplômées, mais c'est de moins en moins le cas, soit sacrifient leur niveau d'études par rapport au temps qu'elles doivent consacrer au travail. Et souvent, les femmes sont à qualification égale sous-employées par rapport à un homme qui aurait le même diplôme. Donc finalement, c'est toute une chaîne qui explique cette différence salariale au bout du compte. C'est le choix de la formation en entrée ou alors déprécié quand on travaille. C'est le temps qu'on consacre, on va dire, à sa famille. Et puis derrière, c'est aussi les questions de mentalité qui fait qu'on pense qu'à travail égal, à fonction égale, on peut encore payer une femme moins cher qu'un homme, alors que la loi, en principe, l'interdit. On reviendra effectivement sur ce sujet de perception. Merci Eric. Carole Legal, je voulais voir un petit peu avec vous comment ça se passe aussi du côté du Canada. Vous avez une expérience de ce côté-là, une expérience en ressources humaines. Est-ce que également le sujet de l'investissement supplémentaire, on parle d'heures supplémentaires qui sont majorées ou en tout cas supérieures chez les hommes, c'est ça qui explique aussi les écarts de salaire? C'est que les hommes font plus d'heures que les femmes? Au Canada, aujourd'hui, je ne peux pas vous dire. Ça fait quelques années quand même que je vis en France. Après, au Canada, il y a eu la loi sur l'équité salariale qui a été instaurée dès 2000. Et aujourd'hui, on voit que 17 ans plus tard, il y a encore des actions à mener. Donc rien n'est déjà abouti et tout est encore à travailler en fait. Donc l'écart subsiste. Après, effectivement, un petit peu comme ce que disait Camilla, c'est qu'il y a des juridictions, des textes de loi qui disent également, qui favorisent et qui incitent à ce que l'homme prenne davantage de place dans la vie familiale, notamment par un congé parental plus important. Donc on essaye aussi, enfin le Canada essaye aussi d'être plus avant-gardiste sur ce sujet-là en fait. On voit quand même qu'avec les niveaux, alors on parlait du niveau de qualification, sur le niveau de fonction, les inégalités augmentent avec le montant des salaires. C'est-à-dire que plus le salaire est élevé, plus l'inégalité salariale augmente entre les hommes et les femmes. Comment est-ce qu'on l'explique ça ? C'est une question de qualification, ce que disait Éric Varin aussi. En fait, la formation, une femme diplômée n'est pas forcément reconnue pour ses compétences et sa qualification. Donc, effectivement, malheureusement, à des taux horaires moins élevés, on va retrouver moins d'écart et cet écart va de plus en plus augmenter en fonction de la qualification de la femme. Un autre sujet, c'est quand même au démarrage, après les études, dans la négociation de son premier salaire. Un garçon sur 2 avait négocié son salaire à l'embauche contre une fille sur 8. Oui. Pourquoi ce chiffre quand même édifiant ? C'est un peu, je reviens sur tout ce qui se dit autour de la table. C'est des stéréotypes qui commencent dès le départ. C'est une confiance de la femme qu'on instaure toute petite via l'éducation, via les cercles, les exemples de vie autour de nous. Donc c'est des stéréotypes qui se répètent de plus en plus. Donc effectivement, quand une femme sort de l'école, elle aura moins d'aisance ou moins de confiance en fait à aller négocier son salaire dès l'embauche en fait. Mélissa Cotin, on peut vous entendre là-dessus. Vous n'êtes pas loin de la sortie de vos études. Vous vous souvenez, c'est encore frais dans votre mémoire, de votre première embauche. Vous avez pu évoquer la question du salaire rapidement et revendiquer une rémunération à la hauteur de votre qualification ? Pas du tout. Je n'ai pas du tout négocié mon salaire. J'ai accepté le salaire qu'on me proposait, qui était le SMIC, avec un master. C'est de la faute de qui ? Du recruteur ou la vôtre ?
Je pense des deux. Je pense que j'ai pas osé. J'étais aussi très jeune. J'avais très peu d'expérience et j'avais peur de pas retrouver du boulot. Donc j'ai accepté et ça m'a mis 2 ans pour que choisisse de chercher ailleurs. Et C'est ça qui vous a motivé d'ailleurs à partir, la versatilité qu'on connaît notamment aujourd'hui dans votre génération explique aussi l'insatisfaction de pouvoir être rémunéré à la hauteur de ses qualifications. C'est ça qui vous a fait partir de votre première boîte? Ce qui m'a fait partir, c'est le réseau. En fait, j'ai commencé à aller un peu plus vers les réseaux, rencontrer d'autres femmes et gagner un peu plus confiance en moi. C'est vraiment ça qui m'a vraiment porté, c'est le retour d'expérience d'autres femmes et d'avoir un soutien derrière pour passer le cap et de démissionner pour trouver autre chose. Ça veut dire que c'est une question qu'on n'a jamais évoquée, que vous n'avez jamais évoquée au moment de votre formation. Je ne parle même pas de l'éducation nationale et de l'école, mais dans votre formation, c'est jamais un sujet qui a été évoqué, celui de la négociation salariale? On ne vous apprend pas ça? Non. On vous apprend juste qu'avec telle compétence et tel bagage, vous pourrez négocier à peu près cette tranche de salaire. Mais on ne vous prépare pas à la négociation. Comment on amène le salaire dans une négociation et dans un entretien, ce n'est pas forcément évoqué. Camilla Quintal, ce qu'évoquait Mélissa Cotta à l'instant sur la question du marché du travail, est-ce qu'un marché contracté comme celui qu'on connaît aujourd'hui, même si les choses vont un petit peu mieux en France, un marché quand même du travail contracté, est-ce que ça ne réduit pas l'espace, la marge de négociation qu'on a? On a trouvé un boulot, on en a déjà un, il faut s'en satisfaire. La question du salaire, de la rémunération, elle est optionnelle. Oui, effectivement, ça joue et comme dans son exemple, on voit bien aussi que le fait que ça soit son premier emploi, ça joue. La personne n'a pas d'expérience, il n'y a pas eu trop d'enseignement sur ça, trop de sensibilisation. Donc effectivement, quand le marché ne va pas bien contracté, les gens ont tendance à moins négocier. En même temps, ça n'est pas, l'employeur, normalement, il attend que la personne négocie, en fait. Quand on est jeune, effectivement, on n'a pas tendance à négocier, mais une chose d'ailleurs que Carole a évoquée et que les femmes, effectivement, elles négocient moins, aussi parce qu'elles perçoivent bien qu'elles reçoivent, comme les Américains disent, un backlash, en fait. Elles sont pénalisées quand elles négocient. Donc, effectivement, elles sont perçues comme parfois trop ambitieuses. Pénalisées de quelle façon? Au-delà de la perception? Des recherches ont montré qu'elles sont moins bien vues comme quelqu'un avec qui on veut travailler si c'est une femme qui négocie. Donc, donc les études américaines montrent ça. Donc, pour avoir, une meilleure chance de négocier, les femmes, elles négocient mieux. Les recherches montrent aussi qu'elles négocient mieux si elles négocient de façon collaborative, donc pour les autres. Donc, elles le font très bien pour les autres, mais très mal pour elles-mêmes. Alors, elles sont mieux perçues, en tout cas, par les hommes et par des femmes, si elles négocient aussi de façon collaborative. Donc, l'idée aujourd'hui, les nouvelles recherches montrent aussi, c'est que c'est important d'avoir une approche moi, l'entreprise. Donc, montrer pourquoi c'est bien aussi pour l'entreprise que vous soyez à la hauteur, que vous gagnez à la hauteur de vos compétences. Donc, c'est voilà, qu'est-ce que je peux apporter pour l'entreprise et quel est le bien que l'entreprise aura en me payant à ma juste valeur. Donc, effectivement, il y a un impact. Éric Varin, on a le droit de négocier aujourd'hui son salaire à l'embauche malgré un marché contracté. C'est un devoir même. Je voulais réagir sur ce qu'on vient d'entendre, puisqu'il y a deux mots qui m'interpellent. Il y a juste d'un côté et performance de l'autre. C'est-à-dire qu'on est là sur un paradoxe où on doit faire la démonstration, quand on est une femme, qu'un salaire à niveau égal de celui d'un homme, c'est normal, mais c'est surtout, avant tout, un facteur de performance pour l'entreprise. On doit convaincre l'entreprise qu'elle y a intérêt. Effectivement, c'est un appât qu'on est obligé d'utiliser actuellement pour convaincre les entreprises de franchir le pas. C'est dommage, parce que le premier argument, ça devrait être celui de la justice. Alors, je ne veux pas effrayer en utilisant des comparaisons qui sont peut-être un peu osées, mais si on avait attendu pour régler la question de l'esclavage que la question de la performance soit démontrée, cette question-là ne serait toujours pas réglée. Alors, je reviens un petit peu de cet exemple qui est peut-être outrancier, mais cette dimension-là paraît très importante. C'est avant tout une question de justice sociale, on en parlait tout à l'heure, c'est ça la RSE, et pas un enjeu de performance. Valérie Chautsac, c'est une question de justice sociale. Alors effectivement, le parallèle est un petit peu audacieux, mais il est parlant quand même, il est impactant. Est-ce qu'il faut forcément des arguments de performance
pour convaincre les dirigeants, les ressources humaines, de considérer les femmes et les hommes de manière équitable sur ce sujet de la rémunération? Alors, j'ai envie de dire qu'une fois de plus, les femmes et les hommes sont rebondissants. C'est-à-dire que si on emploie ce thème-là de front, on va à l'échec. La preuve, ça fait des années que la loi dispose qu'il convient de maintenir une égalité salariale. Donc ce sont des stratégies de contournement qui permettent après à la prise de conscience et après les semer. Malheureusement, rappeler l'égalité sans la sanction qui devrait aller avec, puisque nos collègues de la directe, notamment les inspecteurs du travail, ont en charge de vérifier un certain nombre de choses, les plans et les accords d'entreprise. Est-ce qu'ils font leur travail? Alors, ils le font, oui. Et toutes les grandes entreprises veillent à produire ce type de documents. Après, c'est sur les effets même de ces plans et de ces accords qu'il est compliqué pour la directe d'évaluer concrètement si cela va découler des documents cadres qui auront été rédigés. Les collectivités locales sont également tenues d'élaborer un document relatif à l'égalité femmes-hommes dès lors qu'il y a plus de 20 000 habitants. Nous avons collationné l'ensemble des documents de la région dernièrement. Seuls 20% des collectivités locales concernées l'ont produit et ça ne révèle rien. Parce qu'une chose est de respecter une obligation formelle et une autre chose de lui donner un sens. Et là où c'est compliqué, et c'est pour ça que les biais sont plus judicieux, c'est que les décideurs, quels qu'ils soient, politiques ou chefs d'entreprise, ne souhaitent pas, pour certains, voire la plupart pour l'instant, se saisir de ce sujet comme étant un enjeu. Alors on évoque l'enjeu de performance. Mais Valérie Chodzak, est-ce que vous êtes en train de nous dire que les dirigeants maquillent les chiffres? Non, du tout. Contournent, Ils biaisent, les posent, mais ils n'en font rien. Dire qu'il y a dans telle collectivité locale 52% de femmes, 48% d'hommes, qu'elles sont dans telle catégorie, et qu'il y a telle et telle salariale, oui, et alors? Il ne s'agit pas de le dire, il s'agit d'agir et de rectifier. Et dans ce rapport, il n'y a rien d'autre que des éléments chiffrés qui n'évoquent pas de politique salariale. C'est bien pour ça que j'avais raison de parler d'inertie plutôt que de régression, c'est que les choses ne bougent pas, on les constate. Alors je pense qu'il y a beaucoup d'accompagnement encore à faire de la part des délégués comme d'autres acteurs, d'essaimer de bonnes pratiques et de montrer aussi aux collectivités locales que être responsable sociétalement et Environnementalement. RSE. Merci, je suis désolée. Peut être un facteur d'attractivité, de bien vivre, etc. Et qu'on peut utiliser le monde de l'entreprise auprès des collectivités territoriales pour qu'elles fassent mieux aussi sur ce sujet. Convaincre plus que contraindre, peut-être, c'est ça la solution? En tout état de cause, la loi n'a pas introduit pour les collectivités locales de sanctions, si ce n'est celle de ne pas faire valider le budget annuel de la collectivité. Dans le même ordre d'idée pour les entreprises, il peut y avoir des sanctions pécuniaires adressées par la directe. Toujours est-il que l'entreprise ne va pas souffrir de manière disproportionnée de ce type de sanctions. Donc on préfère payer des pénalités que de respecter la loi. Mais comme on peut parfois boire au volant et on sait que c'est interdit. Et est-ce que la sanction ou mal se garer, et on sait pour autant que certains le feront? Non, les règles disposent, la sanction parfois a été prévue, néanmoins sa mise en œuvre ne va pas entraîner de conséquences disproportionnées pour celui qui est contrevenant. André Sobczak, Valérie Chodzak parlait à l'instant de la puissance publique, de ce qui se passe dans les collectivités publiques, privées, même combat ou même non-combat? Oui, en fait, je pense effectivement il y a beaucoup de points communs parce que finalement, ceux qui travaillent dans les secteurs publics ou privés, finalement, c'est des hommes et des femmes qui habitent sur un territoire et qui ont les mêmes stéréotypes et les mêmes difficultés d'agir. Alors, même si il n'y a peut-être pas forcément tout à fait les mêmes contraintes, les mêmes cadres juridiques non plus, donc il ne faut pas dire que c'est exactement les mêmes outils qu'il faut développer, mais ce qui est aussi l'originalité de la démarche Nego Training, c'est justement qu'on a eu à la fois des acteurs publics et privés qui ont dit, à un moment donné, il faut dépasser ces frontières-là et agir ensemble. Je voulais rebondir aussi sur un aspect, effectivement, la question justice versus performance. Moi, je pense que les deux doivent être vus ensemble et c'est un peu l'idée de la responsabilité sociétale. Pour moi, le fait qu'une femme va mieux négocier son salaire, c'est une démarche gagnant-gagnant pour les deux.
L'idée, c'est pas de surpayer la femme parce que effectivement, il faudrait en fait démontrer que les femmes soient mieux traitées dans les entreprises. L'idée, c'est juste de reconnaître ses compétences, sa contribution à la valeur de l'entreprise. Et si on ne le fait pas, si on n'a pas cette justice-là, ben, tout simplement, la femme ne va pas rester ou va être moins motivée et va partir. Et on a, même si effectivement on a encore un marché de travail tendu, on a certains secteurs, notamment le numérique ici sur le territoire, où beaucoup d'entreprises ont du mal à trouver des salariés et de les fidéliser. Donc c'est un vrai enjeu gagnant-gagnant, en fait, travailler sur ces thématiques-là. Et il ne faut pas opposer justice et performance. Bon, payez mieux vos collaborateurs et vos collaboratrices, ils resteront chez vous. Vous êtes d'accord, Mélissa Cotin, avec cette analyse-là? En fait, je voulais ajouter, donc pendant la formation, à un moment, il y a la question de savoir quels sont les mots que l'on a en tête quand on parle de négociation salariale. Et tous les mots étaient très négatifs. C'est malaise, pas envie, douleur. Et alors qu'on est vraiment dans cette relation gagnant-gagnant. Et c'est ça aussi l'apport de cette formation-là, c'est de se dire, c'est de reprendre confiance sur la négociation salariale et d'arrêter de le voir comme quelque chose de très négatif. On va revenir sur les détails de ce dispositif, de cet atelier que vous avez suivi. Camille, je voudrais quand même qu'on revienne sur cette question justement. Il y a un malaise à quoi? Parler d'argent, c'est-à-dire en France, peut-être un pays quand même de tradition catholique, il faut le dire, la relation avec l'argent pose déjà un problème au-delà du genre. On ne parle pas d'argent, on parle très peu d'argent. Outre-Atlantique, c'est plus facile. Effectivement, j'ai eu la chance de suivre la formation, par exemple, des négociations à Boston. Oui, le séminaire, qui est un peu l'initiative aussi de tout ça, il faut le dire. Qui inspire effectivement l'initiative ici. Et effectivement, aux États-Unis, c'est quand même un tabou de parler d'argent, mais un peu moins qu'en France, on dirait. En France, effectivement, on peut prendre l'argent comme un tabou. Les gens ne partagent pas forcément leur salaire ou il y a un certain malaise à le faire. Aux États-Unis, rapidement, on peut dire combien tu gagnes. Salut, combien tu gagnes, quoi. Je ne sais pas tout à fait comme ça, mais c'est un peu plus. Je pense que c'est moins gênant de demander ou d'en parler, en tout cas. Et effectivement, le fait qu'elle soit pénalisée, c'est vraiment une perception des femmes, et des recherches ont prouvé ça. Effectivement, quand elles négocient, qu'elles sont perçues comme plus agressives ou plus ambitieuses, elles donnent moins envie, même de façon inconsciente, mais dans la société, comme dès le départ, on est formé pour que les femmes soient plus collaboratives. Parfois, elles sont considérées aussi comme le deuxième salaire du foyer. Donc, effectivement, il y a moins elles sont moins bien perçues. Donc, effectivement, cette question de la performance dont on parlait, c'est justement sachant que la justice ne se fait pas naturellement comme ça. Donc l'argument de la performance, elle est utilisé à cause de cette perception que les femmes ont d'avoir cette pénalisation. Justement, Éric Varin, je voulais vous demander et réagir à ce que Camille vient de dire. Ce que je suis en train de comprendre là, depuis le démarrage de notre conversation, c'est assez difficile parce qu'on a le sentiment que les femmes ont intériorisé ça. C'est-à-dire qu'elles s'interdisent elles-mêmes de négocier. Alors sans doute, mais je pense qu'une femme serait mieux à même que moi de répondre à cette question. La question sur laquelle je voulais revenir, moi, c'est celle de la responsabilité du chef d'entreprise, parce que je ne voudrais pas non plus faire passer les chefs d'entreprise pour ce qu'ils ne sont pas, c'est-à-dire responsables de tout. Les chefs d'entreprise héritent souvent d'une situation très historique, et on ne peut pas leur demander, dans un contexte économique contraint, d'augmenter mécaniquement en très peu de temps leur masse salariale. Quand on parle d'écarts de 10%, 20%, 26%, ça veut dire qu'un chef d'entreprise, pour arriver à équilibrer l'ensemble, doit augmenter de 10, 20 ou 23% sa masse salariale. C'est impossible. Il pourrait réduire le salaire de ses collaborateurs hommes de 10%. Voilà, ça c'est une notion très importante sur laquelle je voulais venir. D'abord, c'est le temps. On attend du chef d'entreprise qu'il s'inscrive dans une dynamique. Et puis ensuite, c'est la question du partage. Puisque pour le coup, on peut aussi peut-être attendre des hommes qu'ils s'engagent à accepter éventuellement que leur salaire progresse moins vite pour permettre aux femmes de les rattraper. Et cette notion du partage, elle est vraiment essentielle. Et ça, c'est un enjeu culturel extrêmement complexe à faire passer. Ceux qui nous écoutent peuvent évidemment, celles et ceux qui nous écoutent peuvent réagir, notamment à l'ensemble, à ces propos et à l'ensemble de nos propos. Mélissa Cotin, qu'est-ce que vous vous êtes dit quand vous n'avez pas négocié votre rémunération lors de votre premier contrat de travail, et même ceux qui ont suivi visiblement d'après ce que vous m'avez dit, quand on a préparé nos échanges, vous vous êtes dit quoi? Je reviens 6 mois, je reviendrai, on traitera ça plus tard, je reviendrai dans 6 mois ou dans 1 an pour renégocier ma rémunération?
Alors du coup, On fait un peu de déni, on fait de la pour mon procrastination. on premier porte- boulot, forcément, je m'en suis voulu, mais je suis jamais revenue à la charge pour essayer de négocier. Donc du coup, à la fin, au bout de 2 ans, j'ai démissionné et j'ai trouvé un nouveau boulot où j'ai pas vraiment négocié à l'embauche, mais par contre, on a réévalué mon salaire 6 mois après. Donc c'est dans cette logique-là de se dire, j'ai prouvé ce dont j'étais capable de faire pour revenir 6 mois après pour dire bon ben voilà, qu'est-ce que je peux avoir aujourd'hui comme augmentation. C'est vous qui êtes revenu, c'est vous qui avez Oui. fait le mouvement. D'accord. En fait, c'était déjà convenu donc on s'est donné rendez-vous pour 6 mois après. Donc c'était déjà un peu plus facile de redemander. Mais voilà, c'était pas à l'embauche, ça a été 6 mois après où j'ai pu renégocier mon salaire. Carole Le Gall, ça veut dire quand même qu'on est dans une situation là, on le voit avec les propos de Mélissa Cotin, où il faut prouver après son embauche qu'on est utile, qu'on est performant pour pouvoir renégocier ou négocier son salaire qu'on estimait juste au démarrage de son embauche, au départ de son embauche. La logique est quand même complexe. Bah oui, faut effectivement. Enfin, ce qu'on dit, c'est qu'il faut argumenter, puisque le sujet de l'argent, c'est quelque chose de très affect, en fait, qui est difficile. C'est difficile d'en discuter en France et ailleurs aussi d'ailleurs. Mais et pour mieux en parler, il faut pouvoir justifier de manière objective. Et de cette manière-là, c'est de concrétiser, d'apporter des arguments bien factuels sur des projets sur lesquels on a pu travailler pour pouvoir donner des arguments à l'employeur. Mais ça étant dit, c'est pas propre à la femme ou à l'homme. Enfin, je pense que de toute façon, ça se fait dans la négociation. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui va faciliter en fait la femme dans l'argumentation, puisqu'elle va sortir un petit peu de cette difficulté là de pouvoir en parler et de sortir d'elle-même en fait pour être plus objective et plus factuelle dans ses arguments. Est-ce que des chiffres, peut-être Camille Kental, pour revenir sur quelques chiffres, mais qui sont parlants, des écarts qui se mesurent évidemment tout au long de la carrière, il y a un bas de bilan, un moment, en tout cas un chiffre, 400 000 € de différence sur le long d'une carrière entre une femme et un homme. C'est le prix d'une très belle maison, ça. Exactement. Donc, effectivement, si elle ne commence dès le départ, comme c'est le cas qu'on a évoqué de Mélissa, elle ne négocie dès la première fois, au fur et à mesure toute une carrière, ça peut arriver. Et justement, les chiffres calculés sont d'environ, disons, une maison autant en France qu'aux États-Unis, 400 000. Et si on considère, par exemple, les femmes d'origine ethnique minoritaire ou les femmes immigrés ou d'autres populations, enfin, si on met plus d'un facteur qui est, comment dire, on peut considérer comme pas un avantage, par exemple, dans la société actuelle, on a encore une différence plus significative. Donc, effectivement, c'est pour ça que cette initiative Nego Training, le fait de préparer les femmes, très important parce qu'en étant préparées, c'est là où elles vont pouvoir mieux négocier, mieux savoir, mieux s'informer. Et le plus elles sont préparées, le mieux elles pourront négocier. Les moins grands sera l'écart. Donc, Alors justement, André Stopzak, ce dispositif Nego Training, ça a commencé au mois de septembre. Objectif, 100 femmes qui vont être formées, entraînées d'ici Noël, c'est ça l'objectif? Oui, on a déjà formé plus de 100 femmes. L'idée, c'était de commencer par une expérimentation, parce que c'était effectivement une volonté des acteurs du territoire, face à ces constats, d'agir concrètement. Et donc, on a été inspiré par une pratique similaire à Boston, dont Camilla a parlé, où justement la municipalité, avec des universités, a pris l'initiative de former gratuitement des femmes. Et donc, on se dit, il faudra faire la même chose ici. Testons ça. Et donc, l'originalité, par contre, ici, c'est qu'on a fait ça dans le cadre de la plateforme RSE de la métropole nantaise. Donc, en associant à la fois des acteurs académiques, les réseaux de femmes, qui sont très nombreux ici sur le territoire, et aussi les réseaux économiques. Dès le début, on s'est dit, ça ne pourra pas marcher si on n'a pas aussi des dirigeants d'entreprise qui disent, c'est une bonne initiative, je vais peut-être inciter mes propres salariés à participer à ces formations. Et donc, on a collectivement, du coup, travaillé sur des modules de formation en s'inspirant de ce qui a été fait aux États-Unis, en l'adaptant au contexte ici. Et on a dit, on va faire une première promo
de petits groupes en fait, parce que l'originalité de la formation, c'est très basé sur les échanges, les stimulations, donc on peut pas dépasser 12 participants en fait au Oui, pour que groupe, ce soit qualitatif. qui sont oui. effectivement animés par les réseaux de femmes et des consultants effectivement qui ont l'expérience en fait de la négociation. Et au bout de 100, effectivement, on se dit on va faire un bilan, on va regarder effectivement ce qu'il faut améliorer et si c'est un succès, on va aller plus loin. Alors, on a déjà, sans avoir fait beaucoup de communication, effectivement, eu plus de 200 femmes effectivement, qui se sont inscrites. Donc, on a formé déjà un peu plus de 100. On va faire un bilan là au bout du mois de novembre pour voir évidemment qu'est-ce qu'il faut améliorer. Mais on a déjà pris l'engagement d'aller beaucoup plus loin et de dire que jusqu'à la fin de l'année 2018, on veut avoir formé 1000 femmes et jusqu'en 2020, 5000 femmes ici sur la métropole nantaise. Et évidemment, on espère aussi que d'autres territoires en France et peut-être ailleurs s'en inspirent, parce que, encore une fois, l'idée, c'est pas qu'ici à Nantes, on soit particulièrement en avance. Évidemment, si c'est le cas, ça nous fait plaisir, mais l'idée, c'est effectivement que partout, ces mentalités avancent. Bon, à dupliquer. Éric Varin, vous avez participé à la jeunesse de ce projet. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'y aller ? Bien, c'est une initiative originale, c'est un vrai besoin, particulier en Pays de la Loire, puisque la région des Pays de la Loire est l'avant-dernière en France en matière d'écarts salariaux entre les femmes et les hommes. Donc il y avait un vrai chantier à prendre à bras-le-corps. Cette initiative inspirée effectivement de Boston était intéressante, originale. Elle s'est bâtie sur un travail collectif des réseaux auxquels André faisait allusion tout à l'heure, et aussi avec, pour ma part, l'intention que ce ne soit qu'une étape, puisque l'enjeu, c'est aussi de former, en tout cas de sensibiliser les employeurs. La question, c'est pas, avec cette formation, de porter la responsabilité des écarts salariaux entre les femmes et les hommes sur les femmes uniquement. Cette formation, c'est une première brique, une première étape. Il en faut une deuxième qui concerne ceux qui payent, c'est-à-dire les employeurs et les DRH. Mais ça se fera dans un deuxième temps. Comment ils perçoivent ça ? Vous qui êtes au contact des dirigeants du territoire, je fais exprès de dire dirigeants, pas dirigeantes. Comment est-ce que les dirigeants perçoivent cette initiative ? Alors d'abord, je pense que dirigeants ou dirigeantes, quand on est en responsabilité, le même combat. Je ne suis pas sûr qu'il y ait une très grande différence de comportement des dirigeants en fonction de leur sexe sur la question des écarts salariaux. Est-ce qu'il n'y a pas une perception ? C'est encore un truc de féministe, ils nous mettent la pression, il y a du lobbying là-dessus. Si, toujours un peu, mais c'est de moins en moins exprimé, puisqu'on voit bien que le tapage qui est fait sur ces questions des écarts salariaux en particulier, mais de l'égalité réelle entre les femmes et les hommes en général, permet de moins en moins de place à l'expression, à part chez certains chroniqueurs célèbres, l'expression d'une opposition frontale. C'est plus sinueux. Donc je pense que malgré tout, sans faire de mauvais esprit, sans faire de procès d'intention à personne, les choses progressent. Il faudra simplement du temps pour que ça s'installe et qu'on puisse en mesurer concrètement les résultats. Et là, on va prendre des initiatives tous ensemble ici pour que ça avance. Camille Akental, ça veut dire concrètement que la suite, il faut emmener les DRH, il faut emmener les dirigeants, il faut emmener les employeurs dans ces formations-là ? Peut-être que la suite pourrait être, effectivement, pourrait inclure, et d'ailleurs, pourrait inclure les DRH, les dirigeants. D'ailleurs, on a évolué aussi dans le sens, on parle beaucoup du mot féminisme. Effectivement, beaucoup de gens ne comprennent pas que le féminisme, ce n'est pas que la femme doit être plus valorisée ou meilleure, mais c'est vers une égalité, en fait, moi, comme je comprends le féminisme. Et effectivement, aujourd'hui, on doit inclure, on ne peut pas faire ça toute seule, donc évidemment, donc il faut inclure, c'est important d'inclure les hommes, dont il y a plusieurs programmes en France, aux États-Unis, notamment celui des Nations Unies qui s'appelle He for She, où les hommes s'engagent effectivement, parce que sans eux, on ne va pas pouvoir y arriver. Donc effectivement, dans un deuxième temps, on peut penser à inclure les DRH, les dirigeants aussi dans cette sensibilisation. Valérie Schutzack, un mot et après Carole Le Gall. Oui, pardon. Je voulais rebondir là-dessus en disant que j'espère que les entreprises RSE du territoire vont être vraiment actrices de ce mouvement-là, puisque c'est sur ces entreprises-là d'abord qu'il faut que nous comptions et qu'elles soient exemplaires, puisqu'elles prétendent ou elles s'engagent. Donc qu'elles le fassent aussi sur ce sujet-là. Carole Le Gall, je voulais quand même aussi avoir un mot sur le profil de ces femmes qui ont participé. Est-ce qu'il y a une typologie particulière dans les secteurs d'activité, dans les tailles des entreprises ?
En fait, Laure n'est pas là, c'est elle qui a répertorié en fait toutes les participantes à ce négo-training, là, à cet atelier. Mais en fait, on a des femmes de 30 à 45 ans, tout secteur d'activité, public, privé, petite entreprise ou grande entreprise. Enfin voilà, Niveau de fonction aussi, on a des niveaux de fonction alors, plutôt là, élevés. pour le on a- coup, on a des- dans cet atelier, ces premiers échantillons, on va dire, on ciblait davantage les femmes agents de maîtrise et cadres. Donc voilà, les femmes qui étaient là, c'était déjà des femmes qui occupaient des postes à responsabilité. Mélissa Cotin, vous n'êtes pas cadre, pour autant vous avez participé quand même à cet atelier. Est-ce qu'il y a un avant, un après concrètement parce que la question c'est du one shot. Justement, c'est quoi le suivi derrière, mais est-ce qu'il y a un avant, un après déjà dans ce que vous avez vécu? Alors oui, sur déjà comment on amène la négociation salariale, mais surtout de se dire, moi j'avais tendance à me dire, je veux tel salaire parce que j'ai besoin de tel salaire en fonction de mes charges, en fonction de pour pouvoir assurer ma vie quotidienne, alors que la question c'est se dire combien je vaux aujourd'hui. Donc pas combien je veux, mais combien je vaux. Exactement. Bon, alors déjà, connaître sa valeur. Connaître sa valeur, c'est déjà super important. Et de deux, c'est de... Comment est-ce qu'on fait pour connaître sa valeur? En fait, il faut juste pouvoir répertorier ses différentes missions, ses compétences, les réussites. C'est vraiment essayer de se poser sur soi, sur les différentes réussites et les différents métiers que l'on a pu aborder. Et, bon, c'est sans doute la mettre ça première sur- étape voilà. de C'est négo-training. remettre sur D'accord, papier, très bien. faire un mini bilan de compétences, tout simplement. Déjà, ça permet de se revaloriser aussi, ce qui n'est pas une mince affaire. Et ensuite, c'est de partager avec d'autres femmes, parce que oui, on a été 100 ou 200 à pouvoir participer à cette formation-là, mais combien n'ont pas pu y participer? Et je pense que c'est aussi important en tant que personne, en tant que femme, de le partager autour de moi et d'essaimer un peu cette bonne pratique. Camilla Kental, je voulais juste, au-delà effectivement de la notion de valeur, ça fait résonance quand même à la notion d'estime de soi, à une notion presque psychologique. Dans quel état on arrive? On a des parcours de vie qui sont parfois sinueux, parfois chaotiques, des moments plus compliqués. Ça fait résonance aussi à la valeur psychologique qu'on s'accorde à son profil au-delà de son niveau de compétence et de qualification. Oui, effectivement, une des premières choses qu'on fait dans la formation d'ailleurs, c'est de enseigner ou en tout cas apprendre à comment faire ce bilan ou donner des outils en tout cas pour que la personne puisse mettre en valeur, déjà avoir une bonne estime de ça, donc aussi être dans un état d'esprit pour la bonne négociation, donc faire le bilan de compétences et aussi se mettre dans une position, dans un bon état d'esprit et pas avoir peur ou se sentir, voir qu'elle va se sentir pénalisée ou des choses justement comme on a évoqué tout à l'heure. Donc effectivement, il y a cette valorisation, cette préparation qui est très importante, donc donnée dans le cadre du négo-training. Éric Varin, est-ce que c'est au-delà de la valeur et de l'état psychologique dans lequel on va quand on va négocier, il y a aussi la relation à l'autorité, à la hiérarchie? Est-ce que cette nouvelle génération millénium a moins peur de la hiérarchie et va négocier plus facilement? Alors, très concrètement, et je crois que cette formation doit aussi préparer les femmes à ne pas subir de râteau, si vous me permettez une expression un peu familière, puisque les études montrent que de plus en plus, les femmes osent aller négocier. Elles savent qu'elles sont payées moins cher, elles savent de plus en plus ce qu'elles valent vraiment, et elles osent aller négocier. Ce qui est incroyable, c'est que quand elles montent au front, elles sont moins bien servies que les hommes qui feraient la même chose. Alors, j'ai plus les chiffres en tête, j'ose pas les sortir parce que je dirais des bêtises, mais l'année dernière, les femmes ont été plus nombreuses à aller négocier leur salaire que les hommes, mais elles ont été moins bien servies, je crois à 25%, par rapport aux hommes qui demandaient la même chose et qui étaient dans la même démarche. Donc, il y a encore du boulot. Alors, demander la même chose, est-ce que ça veut dire, Carole Le Gall, peut-être qu'il faut un objectif chiffré, précis? Combien je vaux? Est-ce qu'il faut mettre un chiffre en face? Mais, comme Mélissa disait, c'est la valeur qu'on s'estime, mais cette valeur, elle est objective. Et effectivement, il y a un chiffre en face de ça. Mais avoir juste un chiffre, c'est aussi la stratégie en fait de négociation. Il y a la posture dont on parle, mais il y a toute cette stratégie qui est de se dire, voilà, il y a un chiffre auquel je pense et je sais que je vaux ça, mais ne pas se buter face à ce chiffre-là. C'est plutôt de se dire, voilà, on est dans une fourchette salariale et on va pouvoir ensuite négocier sur cette fourchette-là. Mais c'est essentiel d'avoir une idée précise de ce qu'on vaut
en fait. Est-ce que c'est un chiffre qui peut être considéré comme un point de résistance, ça veut dire un seuil en dessous duquel on n'ira pas? C'est le non négociable. Alors, pour le coup. il y a un chiffre idéal, c'est voilà, je vaux ça. Et après, effectivement, il y a un point de résistance. On se dit, bah, aussi en fonction de ce dont j'ai besoin moi pour vivre, je peux pas aller décemment en dessous de ça. C'est le plancher. C'est pas négociable à ce moment-là. Et ça, il faut pouvoir le dire aussi à un moment donné. Non, je suis désolée, je vaux ça. Je suis prête à accepter éventuellement une révision, voilà, mais plus basse, mais il y a un seuil à ne pas en dessous duquel il ne faut pas aller, par estime de soi aussi, c'est essentiel. Avec des conséquences effectivement sur l'implication et l'engagement après des collaborateurs. André Sobzak, peut-être au-delà de la rémunération directe, depuis le début de cette émission, on parle de salaire. C'est pas uniquement le chiffre qu'on a en net sur sa fiche de paie, la rémunération. C'est bien plus large que ça. Oui, effectivement, il faut aussi inclure. Qui sont des leviers de négociation. Voilà, Pour tout le à fait. coup. Il faut inclure dans la négociation aussi d'autres avantages, que ce soit une voiture de fonction, un logement ou peut-être effectivement d'autres aides effectivement qui peuvent être mises à disposition par les entreprises. Donc ça aussi, c'est important dans le cadre de la négociation parce qu'effectivement, un certain nombre d'entreprises pourront dire, j'ai pas les moyens d'augmenter ma masse salariale à court terme en tout cas. Donc c'est important aussi qu'effectivement la femme prépare effectivement des alternatives lors de la négociation. Il y a un autre point aussi qui me semble important dans ce projet, c'est la dimension collective. Parce que beaucoup de femmes avec lesquelles j'ai échangé suite à ces formations m'ont insisté sur le fait qu'elles se sentaient isolées, seules face à ces difficultés-là. Et chacune, sans doute, s'est dit, je ne sais pas très bien négocier, c'est peut-être moi qui est mal préparé, c'est moi qui ne sais pas vraiment comment il faut faire. Et à travers cette formation-là aussi, on contribue à une prise de conscience pour dire effectivement, c'est beaucoup plus sociétal. Et l'idée, c'est pas d'accuser en fait chaque femme qui a mal fait sa négociation, mais au contraire de dire, voilà, il y a un ensemble d'enjeux. Chacun peut essayer d'y contribuer. Et aussi, ce qu'il faut évidemment prévoir, c'est effectivement qu'il y a un réseau qui se crée ensuite entre ces femmes-là et qui va aussi permettre de continuer à échanger, parce que c'est pas un one-shot qui va régler évidemment ces éléments-là. Il faut rester en contact, il faut impliquer les DRH, les managers, comme on a dit. Et là aussi, je pense que c'est intéressant que sur un territoire, justement, on peut créer ces dynamiques collectives, en fait. Et à un moment où, de plus en plus dans le monde du travail, on est sur l'hyper-individualisation des rapports, on voit bien que si on va toujours plus loin là-dessus, on aura du mal à créer justement ces types de négociations et cette appartenance aussi à la fois à une entreprise, à un territoire. Et ça aussi, je pense que c'est quelque chose qui est important. Mélissa Cotin, vous avez un discours qui est intéressant dans le sens que vous ne voulez surtout pas tomber dans la victimisation. Vous dites aussi, nous sommes femmes aussi responsables de ces inégalités. Vous avez pris conscience à un moment assez déterminé, c'était d'ailleurs au printemps des fameuses. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était au mois de mars. Oui, donc du coup, dernière édition, quatrième édition. J'ai participé au printemps des fameuses et c'est assez intéressant puisque du coup, on n'est vraiment pas dans une revendication, on est vraiment sur des constats, sur des faits objectifs, de se rendre compte que l'inégalité femmes-hommes existe et qu'à un moment, il faut aussi en prendre conscience. Et donc, je suis dans plusieurs réseaux féminins, mais le printemps des fameuses est hyper intéressant pour ça, sur le côté, il y a encore beaucoup de chemin à faire. Et c'est pas si vieux que ça que les femmes n'avaient pas le droit de courir un marathon, que les femmes n'avaient pas le droit de vote. Et ça paraît d'être d'un autre temps, alors que pas du tout. Et c'est déjà par le printemps des fameuses où on prend vraiment conscience qu'il y a beaucoup de choses à faire et que moi, en tant que femme, j'ai aussi ma responsabilité de pouvoir changer les choses. Bon, vous êtes employé actuellement. Est-ce que votre employeur est au courant, a été mis au courant que vous participez à cet atelier de Nego Training? Complètement. J'ai aucun mal à en parler, au contraire, j'ai pas envie de le cacher et j'ai aussi envie de partager avec d'autres femmes et de leur dire coucou, j'ai fait cette formation-là, donc si vous voulez partager avec moi, bien au contraire, avec plaisir, partager. Donc ça a été plutôt bien perçu par votre employeur, oui. le fait Alors c'est une femme, donc déjà ça facilite aussi l'information, mais oui, elle n'a pas... Ça veut dire qu'elle est en train de se dire que vous allez venir la voir prochainement pour parler rémunération? Non, je pense pas. Je pense qu'on est vraiment dans une relation aussi de confiance. Donc, c'est vraiment pas une revendication. C'était vraiment se former, s'enrichir, s'informer, et ensuite pouvoir partager avec d'autres femmes. Camilla Quintal, peut-être pour terminer, est-ce que la stratégie de négociation va différer en fonction des situations? On parle de femmes qui sont employées pour le moment. C'est la plupart, en tout cas, de celles qui ont participé à Nego Training. Est-ce qu'en recherche d'emploi, les stratégies d'approche sont les mêmes?
Non, en fait, ça dépend effectivement, et c'est ce on enseigne aussi dans la formation. Il y a deux, par exemple, principales stratégies de négociation. Par exemple, comme disait Carole, on peut avoir un chiffre en tête s'il s'agit de salaire, mais on peut aussi donner une fourchette. Donc, il y a deux qu'on appelle bracketing, bolstering, donc deux stratégies différentes. Si on est dans une situation, par exemple, où on veut donner un peu de flexibilité à l'employeur, on n'est pas si mal que ça, on peut donner effectivement une fourchette. Si on préfère, on peut aussi avoir un chiffre en tête et avoir un point de résistance. Donc il y a cette façon de faire selon est-ce que l'entreprise va bien, est-ce que moi je suis dans quelle position dans l'entreprise. Donc il commanderait à évoquer aussi, on peut aussi négocier pour d'autres ressources, donc plus de flexibilité, une prime, on peut dire, si l'employeur vous dit je ne peux pas maintenant, mais peut-être 6 mois après on peut se retrouver pour ensuite rediscuter. Donc il y a plusieurs stratégies à faire, donc il faut que effectivement chacune ou chacun puisse voir sa situation et voir la situation de l'employeur pour cette négociation. Bon, André Sobzac, pour terminer, peut-être est-ce que la notion de gratuité est importante pour ce dispositif-là? Oui, Ou à l'inverse, il faudrait justement payer pour que ça soit plus impliquant, comme chez le psy, hein? Oui, l'idée c'est effectivement de rendre ça accessible et c'est aussi la vocation de l'achat RSE d'Audencia, effectivement, qui est financé par des acteurs publics et privés et qui ont cette envie effectivement de tester des dispositifs très concrets et donc de ne pas mettre de barrières en fait supplémentaires. C'était aussi important parce que c'était aussi une expérimentation. On n'avait pas non plus de garantie que ça allait marcher et on va maintenant d'ailleurs s'employer en fait à mesurer l'impact de cette formation sur le premier cercle de femmes évidemment qui ont été formées et sur toutes les autres. Hein. L'idée, c'est effectivement de voir qu'est-ce que ça a changé 3 mois après, 6 mois après, 12 mois après, parce que c'est très bien. En fait, il y a déjà un premier effet positif, je pense, effectivement, cette mise en réseau, cette prise de conscience, beaucoup de communication aussi du dispositif. Mais si à la fin, même les femmes qui ont participé ne voient pas une amélioration sur leur salaire, ben, quelque part, on aura échoué. En fait, c'est pas, on se sera fait plaisir entre nous, mais c'est pas l'objectif. Donc, tant qu'on n'a pas cette preuve-là, je pense que c'est compliqué aussi de faire payer des femmes pour cette formation. Donc, bon, un suivi pragmatique, une vision très très lucide sur les conséquences heureuses qu'on souhaite à ce projet qui a très très bien commencé. Merci à tous et à toutes, bien sûr, et dans cet ordre-là, et à tous de nous avoir suivis, ceux qui nous suivent sur Facebook, ceux qui sont évidemment ceux qui ont témoigné ce matin. Je vous donne moi rendez-vous, eh bien c'est le 17 novembre pour un deuxième numéro rendez-vous RSE qui sera consacré eh bien au thème de l'insertion par l'activité économique. Excellente fin de journée et vous pouvez bien sûr réagir sur les réseaux sociaux.